possibilités de s'enrôler, mais aussi des possibilités d'avoir une aide financière. Avant qu'on commence et qu'on présente nos invités, je vais demander au pasteur Sabin de venir pour prier. Et ensuite, on présentera nos invités. Okay. I will speak English. This is just an introductory session. Nous allons prier, nous avons nos yeux fermés. Éternel Dieu des armées, Papa, nous te disons merci pour la grâce que tu nous as renouvelée ce soir, Seigneur, à nous accorder le souffle de vie. Seigneur, nous venons en cet endroit, Père éternel, car nous croyons, Seigneur, que tu donnes les opportunités, que tu disposes le temps et les ressources et les individus, Seigneur, pour inspirer, Seigneur. Je prie que cette réunion, ces temps que nous allons passer ensemble, éternel, que tu puisses inspirer, que tu puisses peut-être une personne qui va être dans cette salle ou au loin, qui va nous suivre, éternel Dieu des armées, puisse être, je ne sais pas, inspiré par connaître que faire pour avoir accès aux études supérieures. Seigneur, je prie aussi au nom de Jésus et j'abandonne, Seigneur, ces deux orateurs entre tes mains, Seigneur. Laisse que, Père éternel, que leur cœur, Seigneur, qu'ils puissent donner le meilleur, ce qui est dans leur cœur éternel, à communiquer la vision, à communiquer les informations par rapport aux études supérieures, Seigneur. Nous bénissons ces instants, Seigneur, et nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen. All right. Okay, dear Alexis, we would like to welcome you here on behalf of our pastor, Pastor Ricky and Pastor Sabin. So I will serve as your translator, and the stage is yours, so you can introduce and just start right away. Thank you, Fidel. So, good evening, everyone. My name is Alexis Underwood, and I am a Senior Assistant Director in the Office of Student Financial Aid here at the University of Illinois. Yeah. Bonjour tout le monde, mon nom c'est Alexis Underwood et je suis responsable senior dans la direction des aides financières ici à l'Université de l'Illinois. And I just want to thank you for having me this evening. And in the presentation tonight, I'm going to share an overview of the financial aid process for the University of Illinois. Et je vous remercie de m'accueillir ce soir et dans ma présentation, je vais vous parler d'un aperçu des aides financières disponibles ici à l'Université de l'Illinois. And I'll go ahead and get started. So the very first step in the financial aid process is completing the FAFSA application, or the free application for federal student aid. Donc le premier stade dans les aides financières, c'est de pouvoir remplir cette application qui s'appelle FAFSA, qui est au fait une aide à l'échelle fédérale, de niveau fédéral. The application for the 2023-2024, always get my academic years mixed up, but that becomes available right around the corner on October 1st. So if you are applying for admission for the upcoming fall year, you can go ahead and complete your FAFSA application starting October 1st. We just ask that you do have that completed by our priority deadline of March 15th, 2023. Donc, la date d'application pour ce programme FAFSA commence en octobre, le 1er octobre, et ça c'est pour l'année 2023-2024. Et donc, la demande, c'est que ceux qui vont compléter doivent le faire jusque le 15 mars, qui est la période prioritaire. Donc, du 1er octobre au 15 mars 2023. And the link to the website where you can complete that application is listed on the slide. It's also listed in the handouts that are on the table. Et le lien Internet pour compléter l'application se trouve dans la présentation PowerPoint, mais aussi dans le flyer qui est sur chacune des tables. Now, aside from the FAFSA application, there's also the alternative application. This is a new application for the state of Illinois. This application was a result of the RISE Act, which makes eligibility for state of Illinois MAP grant funding, and then for at the University of Illinois, some institutional funding. It makes that funding available for students who are not eligible to file the FAFSA. Perhaps they are an undocumented student,
or not eligible to fill out the FAFSA if they have a transgender status. So that was the intent of the alternative application. That application also opens October 1st, and there's also a link to that application included on the slide as well as in the handout. Okay. Donc, à côté de l'application fédérale FAFSA, maintenant, il y a cette autre application qui est une alternative à l'échelle de l'État, de l'Illinois. Et cette application donne la possibilité à des gens qui ne sont pas qualifiés pour FAFSA de recevoir quand même une aide financière. Et la fenêtre d'application est la même, donc c'est à partir du 1er octobre que l'application va être disponible. Et ça, c'est aussi accessible même à des personnes qui n'ont pas de documents, donc qui sont aux États-Unis, qui sont undocumented, qui n'ont pas de documents. C'est également accessible pour eux. So now I'm just going to talk more about some of the financial aid processes once you've filed the FAFSA, and we'll also talk about some types of financial aid that students are considered for. So I do want to talk about one process that's called verification. So sometimes when students fill out the FAFSA application, they get selected for this process. And if students are selected for this process, it just means they may need to submit additional documentation to our office before we can process the FAFSA and determine financial aid eligibility. Okay. Maintenant, elle va commencer à donner les détails par rapport à FAFSA. Et donc, il y a des personnes qui appliquent à FAFSA et qui passent par cette procédure intermédiaire de vérification. Et ça signifie simplement que si votre application, telle que soumise pour FAFSA, ne qualifie pas directement, c'est qu'il y a un besoin de documents supplémentaires qu'il faut fournir. Et ce processus, ça s'appelle processus de vérification. Yes. And so we do notify students via email if they are required to go through this process. It gives them instructions on how to find the requirements that they need to turn in. And we just encourage students that if they get that communication from our office to complete and submit those documents to us as soon as possible. Donc, si quelqu'un se retrouve dans ce cas de figure, la communication passera par Internet. Donc, il recevra dans sa boîte email une communication qui va lui indiquer un lien qu'il va suivre et les documents supplémentaires qu'il doit ajouter seront également indiqués au travers de ce lien. So how much does Illinois cost? This slide breaks down our cost of attendance. There's a lot of figures on this slide. So this chart is also in the handout that's on the table. But basically it breaks down cost into direct costs, which are always tuition and fees, as well as indirect costs that includes things such as housing, books and supplies, and miscellaneous expenses. So this includes the range of those costs depending on the student's program that they're admitted into. And then we also list the rates for students that are resident or non-resident. And again, this chart is also in the handout, so you don't have to worry about reading all the numbers on the slide. Alors, cette slide donne le coût pour les études au niveau de l'Université de l'Illinois. La slide se trouve également dans les papiers qui sont fournis, donc dans les flyers. On n'a pas besoin de lire tous les détails. Mais il y a deux parties. Il y a une partie qui sont les coûts directs, c'est-à-dire l'argent qui est directement payé à l'université. Et puis il y a les coûts indirects qui sont des coûts liés par exemple au logement, des coûts qui sont liés à des dépenses diverses qui sont donc donnés. Alors là, les coûts viennent à la fois pour les résidents et pour les non-résidents. Et c'est présenté en termes de plage de coûts. So going along with cost of attendance information, one thing that we always want to point out is that our institution does have a tuition guarantee, meaning that when students are admitted, they are guaranteed to be assessed the same rate of tuition for 4 years. So they don't have to worry about a hike or increase in tuition costs over the course of that 4 years. Costs can fluctuate when it comes to things like housing,
or miscellaneous expenses, but again, tuition is guaranteed for 4 years. I've also included on this slide a link to our, it's a cost calculator, and this is where you can go and look up specifically what the tuition rates are by program, because some of our majors do have different tuition rates, such as our engineering and business programs have different tuition rates than perhaps some of our like liberal arts programs. So you can go and look up specifically what is the cost for the program that my student is considering. Alors, combien ça coûte en termes des frais directement payés à l'université? On peut les appeler les minervales. La particularité de l'Université de l'Illinois, c'est que lorsque vous vous inscrivez, les frais que vous devez payer sont calés. Ils ne vont pas changer au cours de vos 4 ans. Si vous êtes inscrit et qu'on vous a dit que vous payerez autant, pour les frais d'études, ça ne va pas changer durant tous les 4 ans d'études. Ce qui va changer éventuellement, ça peut être les frais de logement, si vous habitez dans les résidences universitaires, mais les frais eux-mêmes payés à l'université ne changeront pas. Alors, il y a un lien qui est fourni, qu'il faut cliquer et qui permet de calculer exactement combien vous allez payer en termes de frais de scolarité. Et ça va dépendre des programmes, parce que les frais ne sont pas les mêmes en fonction des programmes, il y a des variations. So just another resource when it comes to looking at cost of attendance, we have a tool on our website called a net price calculator. And this, it's based on our cost of attendance for the current school year. We will update it for the upcoming school year later in March once the cost of attendance has been established by our Board of Trustees, but still a great resource to use now. This tool not only provides the cost by program, but then it also is going to allow you to plug in like the EFC that was provided from the FAFSA application to then generate an estimate of what types of financial aid may my student qualify for that helps cover this particular cost for this program. So a great tool. Alors, un outil important pour estimer les coûts réels de vos études, c'est ce calculateur des prix nets. Il va être mis à jour, mais il est toujours utile. On peut l'utiliser et avoir une bonne estimation des coûts des études. Donc, quand il faut le cliquer, et ça permet de calculer de façon précise, même par programme, le coût réel des études. Un avantage aussi, c'est que l'on peut inscrire là-dedans le numéro EEC qui est donné lorsque vous êtes FAFSA approuvé et qui peut permettre de sortir la partie qui va être couverte par FAFSA dans vos coûts liés aux études. Excuse me. Now, once we have processed the FAFSA applications, which kind of thinking about this upcoming school year, we will begin processing those FAFSAs later towards the end of this year for students that are admitted. And then we do provide those financial aid notifications. At this point, we're looking at March as to when the newly admitted students would receive their financial aid notifications. They do receive an email notification from us once the financial aid notification is available, and they are able to access that electronically through a portal that they will come to know very well called their My Illini portal. Okay. Donc, une fois que vous avez soumis vos documents d'application pour le programme d'aide, vous recevrez une notification. Et donc le calendrier, c'est que c'est autour du mois de mars que vous êtes notifiés. Ils vont commencer à traiter les dossiers d'ici la fin de l'année et puis notifier les personnes pour dire voici le montant d'argent que vous devrez vous attendre si vous avez appliqué à FAFSA. And that notification will have a customized breakdown of your students' cost of attendance for the program that they've been admitted into, and will show the actual financial aid that we're able to offer your student to help cover their cost of attendance. OK. Alors, cette notification va éclater les coûts des études et ça va aussi mettre en évidence quel est le montant d'argent que FAFSA a couvert, de sorte que vous savez exactement le total, ce qui est couvert par l'aide financière et éventuellement s'il y a un reliquat.
So these next few slides, I'm just going to talk about the different types of financial aid that could be included on that notification based on the student's FAFSA or alternative application. So the first type of financial aid is a grant. Grants can come from the federal government, the state of Illinois, and there's also institutional grants that we consider students for as well. Grants are generally based on financial needs, so again, it's based on the family's income and the output that's generated on the FAFSA application. But it's a type of financial aid that students don't have to repay. Donc, dans la notification que vous recevez une fois que vous avez appliqué, on va spécifier la nature de l'aide financière que vous avez reçue. Et une des aides possibles, ce sont les dons, les grants. La particularité, c'est que ces grants ne sont pas à rembourser. Donc, c'est de l'argent qui vous est donné et ça se détermine en fonction de vos besoins et d'autres critères d'éligibilité qui vont permettre, si vous êtes approuvé pour un grant, de recevoir cela et vous n'aurez pas à repayer cet argent. And then another type of financial aid are scholarships. And scholarships, those can be based on family income and financial need, but most of them are based on academic merit. And sources of those scholarships can come through the college or university that the student is admitted into, college or department, sorry. There are also private resources that students can seek and receive private scholarships through. We do have some resources on our website, so in your handout there's a link to our website, and there are resources for private scholarships. If you have students that are seniors now, now is the time to start searching for the private scholarships, and I always say a really great resource to start looking for private scholarships is with the high school guidance counselors. A lot of times they are aware of scholarships in the local community or perhaps scholarships that students at the high school have gotten in the past. Also reaching out to community organizations that the students or families belong to, because oftentimes students find that there are scholarship opportunities in those places as well. La deuxième catégorie des aides financières, ce sont les bourses. Alors, dans les critères des bourses, il y a des critères liés aux revenus des familles, mais la plupart des bourses sont des bourses basées sur les mérites. Et donc, ces bourses-là, elles existent au niveau des collèges, donc des facultés, mais elles existent aussi au niveau des départements. Et donc, on va vous spécifier si vous avez été retenu pour une bourse, quelle est la bourse qui vous a été attribuée. Il y a aussi des bourses qui sont des bourses privées et auxquelles vous pouvez avoir accès. Et en général, ces bourses-là viennent de l'extérieur, donc de l'université. Par exemple, ce sont les bourses qu'un étudiant qui finit le high school avait déjà avec lui, ou parfois il y a aussi dans la communauté des gens qui disponibilisent des bourses privées. Other types of financial aid, so these we call self-help. The first type of self-help aid that we have is student employment. So we have at our university over 10,000 students that work in various departments across campus. They earn funds that can help cover some of those expenses, such as books and supplies or their miscellaneous expenses. We also have our federal work-study program, which students are considered for that program through submission of the FAFSA. And we also have a virtual job board where students can find those positions. Now, if a student isn't offered or awarded work study on their financial aid notification, that doesn't mean they can't secure employment on campus. Again, I say we have over 10,000 students that work on campus, but only a very small portion of them have work study. So there are opportunities to work on campus as a student. Alors, la troisième possibilité d'aide financière, c'est ce qu'elle appelle, c'est l'auto-aide, c'est-à-dire on s'aide soi-même. Et c'est via notamment un des jobs étudiants. Donc, à l'heure actuelle, à UVaille, il y a plus de 10 000 étudiants qui travaillent. Et donc, l'argent qu'ils gagnent peut leur permettre de payer des frais divers ou de payer les livres, etc. C'est donc aussi une façon pour eux de pouvoir couvrir une partie des frais de leur éducation. And then the other type of self-help aid is loans. And loans, that's something that
students and or their parents have to pay back. Students are considered for federal loans through submission of the FAFSA, so there's federal direct subsidized and unsubsidized loans that students can take out in their name. There is limitations on how much students can borrow in the federal loan, so then there also are parent federal loans that can be borrowed to help with the costs. There's also an institutional loan program that students can be considered for that is need-based. And again, students receive consideration for our institutional loan through submission of the FAFSA or the alternative application. La quatrième possibilité pour pouvoir avoir une aide financière, ce sont les prêts. Et donc ces prêts peuvent être contractés par l'étudiant. Il y a une limite au montant d'argent que l'étudiant peut emprunter, mais il peut également complémenter ça par un prêt contracté par ses parents. Donc ça c'est au niveau fédéral. So just a couple of more types of aid here. So we also process veteran education benefits. So if you are a veteran of the military or armed forces, there may be benefits that your student is eligible for as your dependent. If students have served in the military or National Guard, there may be state benefits that they are eligible for as well. We do have a lot of information on our website regarding veteran education benefits and how students can apply for those. But a lot of them have some combination of maybe tuition and fee assistance or perhaps monthly stipend assistance that can help offset the cost of college. La cinquième possibilité d'aide financière est liée au statut de vétéran, donc des gens qui ont travaillé à l'armée américaine ou qui ont travaillé dans la garde nationale et peuvent être éligibles à ce type d'aide. Alors ces aides contiennent parfois une portion d'aide pour payer les frais d'études ou parfois il y a un peu d'argent qui est remis à la personne en termes d'allocation mensuelle. Et il y a parfois aussi des bénéfices qui sont liés à l'État de l'Illinois. Donc, une cinquième possibilité, c'est que si vous avez travaillé dans l'armée américaine, vous pouvez considérer ça aussi. And then there's also waivers. So the two most common types of waivers are tuition and fee waivers that students may be eligible for. One is the Children of Veterans Tuition Waiver. So it's not necessarily a veteran education benefit, but this is a program through the University of Illinois where students who are dependent of veterans, they can apply for the waiver, and it provides a 4-year tuition waiver for students. And then there's also the Child of Employee Tuition Waiver. So employees of the university, you can potentially be eligible for a 50% off tuition waiver for your child, depending on some employment criteria that you would discuss with Human Resources. But again, that provides 50% off the tuition. La huitième, septième, je ne sais pas, type d'aide financière, ce sont maintenant les exemptions de paiement de frais. Et ces exemptions peuvent être liées au fait que vous êtes le fils de quelqu'un qui a travaillé dans l'armée, donc un ancien vétéran. Et en ce moment-là, vous pouvez recevoir une exemption de payer les frais académiques pour 4 ans. Mais il y a aussi des gens qui ont eu à travailler à l'Université de l'Illinois, dont les enfants peuvent bénéficier d'une exemption des frais à hauteur de 50%. One of the programs that I just want to highlight here that we get a lot of questions about, we're actually in our 4th year after launching this program, and that's our Illinois Commitment Program. This program provides 4 years of free tuition for new freshmen or 3 years free tuition for transfer students if they meet the eligibility criteria that I have outlined here on the slide. So some of those eligibility criteria is that both student and parent are residents of the state of Illinois, student graduated from an Illinois high school, total family income is at or below $67,100. Family assets are less than $50,000. Now that doesn't include like the home that you own. Oftentimes students think that they need to include the value of the family home on FAFSA. That is not the case. So again, these are assets aside from the primary home. Students have to be admitted as a first-year freshman or transfer student to be considered,
and they have to be under the age of 24. So those are just some of the general criteria for the program. And then I've also included on the slide, and there's also information in the handout where you can find more details about the Illinois Commitment Program. Alors, il y a ce programme qui est donc il y a un autre programme d'aide qui est à sa deuxième année, troisième année je pense. C'est le programme d'engagement de l'Illinois. Ce programme permet aux étudiants qui ont fini le high school, donc l'école des humanités, d'avoir des exemptions de paiement des frais pour 4 ans. Ou bien si ce sont des étudiants qui ont transféré, qui ont été dans une autre institution, d'avoir une exemption de paiement des frais pour 3 ans. Alors les critères pour ça, il y a d'abord un critère de résidence, donc les parents doivent être résidents de l'Illinois. Il y a aussi critère d'études, il faut que l'élève qui devient étudiant à l'université ait fini dans ici en Illinois, en high school. Il y a un critère de revenu, c'est que le revenu des familles doit être inférieur ou égal à 57 100 $. Et puis, il faut que l'étudiant ait été admis en tant qu'étudiant, donc ait été admis en tant qu'étudiant à l'université au moment où on lui donne cette aide, et il faut qu'il ait moins de 24 ans. So just a little bit more information about merit scholarships and how students actually get reviewed for merit scholarships. So at our school, we don't have a separate merit scholarship application. Some schools do, so we do get a lot of questions about that. To be considered for merit scholarships, students only have to apply for admission, and then the information that they supply on their admission application, essays, it's a holistic review basically of everything that the student includes in their admissions application, and that is used to make determinations about merit scholarships. But there isn't a separate or supplemental application for that. Alors, à l'Illinois, il n'y a pas une application séparée, particulière, qu'il faut remplir pour bénéficier d'une bourse sur base des mérites. C'est simplement dans les informations qu'on va vous demander de fournir lors de l'admission qu'il y aura un ensemble de critères qui permettront de voir si l'étudiant mérite de recevoir une bourse sur mérite. Donc, contrairement aux autres institutions où vous devez remplir un formulaire séparé, ici, les informations que vous fournissez, en fonction des critères, on peut déterminer que vous êtes éligible pour une bourse basée sur les mérites. So we've So we've kind of touched on private scholarships, but this slide just provides some websites and resources where students can search for private scholarships. So these are national scholarship databases. One thing I would say is that students just want to be careful as they're on these national scholarship databases. Make sure they're not filling out any applications that's asking for things like social security number. That no one needs your student social security number to apply for a private scholarship. So we just always tell students to be very careful as they're applying for scholarships on these databases. Alors sur cette slide, il y a des bases de données, des bourses privées dont on a parlé dans les slides passés. Et donc on peut aller et également appliquer sur ces bourses-là. Mais ce qui est dit, c'est qu'il ne faut pas, il faut faire attention de ne pas donner son numéro de sécurité sociale. Ce n'est pas nécessaire quand on applique pour une bourse de fournir son numéro de sécurité sociale. C'est une information confidentielle et il faut se méfier de toute application qui requiert de fournir le numéro de sécurité sociale. One process, so just switching gears here a little bit, one process I want to talk about is our special circumstance process. When your student fills out the FAFSA application, you're going to find that it's going to ask from your tax information that is 2 years old. So students that are going to fill out the FAFSA in October for 2023-2024, it's going to ask for your tax information, income information from 2021.
Well, that's outdated information already at this point, and will certainly be outdated, once your student goes through the matriculation process. And we recognize that a lot of things can change in the family's income since, 2 years ago. We know that families are still recovering from the impact of the pandemic, and there could have been losses of income due to loss of employment, or perhaps, unfortunately, loss of a parent, or due to divorce or separation. And so what our special circumstance process does is allows us to take a look at those situations to determine, should we use a different tax year, such as 2022 or 2023, to determine the student's financial aid eligibility versus basing that information on 2021 information? What would be the best benefit for the student? If this may be a situation that your family is in, we do have, again, information in our handout about the special circumstance process. We have a tool on our website that it will direct you to, where you can just kind of answer some questions, and it will help you determine if that's the best process for your family. Donc, lorsque vous appliquez à FAFSA, ils vous demanderont des informations liées à vos taxes. Et ils demandent un rappel sur 2 ans passés. Et donc, il peut arriver qu'entre-temps, donc les informations de 2 ans ne vous mettez peut-être pas en position de qualifier à une aide, mais que les circonstances spéciales sont arrivées qui font que maintenant, vous avez perdu votre emploi, enfin les parents ont perdu leur emploi par exemple, et ils ne peuvent pas subvenir par eux-mêmes aux charges liées aux études. Donc si vous pensez que les déclarations de taxes des 2 ans passés ne reflètent pas votre niveau de revenu actuel, alors dans le flyer qui est remis, il y a une partie où on parle des circonstances spéciales. Les circonstances spéciales vont permettre au Bureau des aides financières de dire comment avantager l'étudiant. Est-ce qu'on va regarder les déclarations financières de 2000, par exemple 20 ou 21, ou plutôt il faut regarder la déclaration la plus récente seulement, qui indique que l'étudiant qualifie pour l'aide financière. So just to leave you with some financial aid tips. So again, the FAFSA application for this upcoming 2023-2024 academic year, that's going to open up in just a couple of weeks on October 1st. So please fill that out as soon as possible. Both the FAFSA and the alternative application will be open on that date. This is something that your students have to fill out each year, so each year is a different financial aid award year process, so that has to be filled out each year. Ok, donc voici quelques idées à retenir maintenant. C'est que l'application FAFSA va s'ouvrir dans quelques semaines, le 1er octobre, et de la même manière que l'application alternative qui est spécifique à l'État de l'Illinois, c'est aussi le 1er octobre que ça va s'ouvrir. Et puis FAFSA, c'est quelque chose qui va être rempli annuellement. Donc chaque année, il y aura des informations à donner par rapport à FAFSA. And then also, just keeping in mind that sometimes students may get selected for verification as a result of completing the FAFSA. So just as your student is going through the admission matriculation process, if they receive email communication from our office, please take a look at it as soon as possible, because it may mean that we need additional information. And the sooner that information is submitted to us, the better, so that it doesn't create a delay with the official financial aid notification. Et si vous appliquez à FAFSA, il faut garder à l'esprit la possibilité que le bureau, une fois qu'ils ont traité les informations, qu'ils aient des demandes d'informations supplémentaires. On en a parlé au début, c'est le processus de vérification. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'une fois que vous avez appliqué et que vous êtes dans le processus d'enregistrement de l'étudiant, de garder un regard sur vos emails et qu'éventuellement vous pouvez voir un mail qui vous demande des informations complémentaires. Auquel cas, il faut les fournir rapidement pour éviter de créer des retards dans le traitement du dossier.
And then just one last tip is just keep a folder of all of your students' financial aid documents. Usually students are applying for multiple schools, considering multiple schools, so they have multiple financial aid notifications. They may be submitting forms for multiple schools, so it's always best to kind of have that information in one place and having like a financial aid folder for that year's process. And then again, just starting to search for those private scholarships now. Oui, alors, un autre conseil, c'est de garder ces documents bien organisés. En général, les étudiants appliquent à plusieurs universités et à plusieurs types d'aides financières. Donc, le conseil, c'est d'avoir une farde, ça peut être physique ou électronique, qui vous permet de garder comme ça track de toutes les communications et y compris des demandes supplémentaires d'informations qui peuvent venir du bureau. And then just if you have any questions while you're navigating this process with your students, feel free to reach out to our office. Fidel has my contact information. Feel free to reach out to me as you have questions regarding the process, and we'll get your questions answered. Donc, si vous avez des questions supplémentaires qui ne sont pas couvertes ici, ou même que vous n'arriverez pas à poser à la fin, lors de la question des séances questions-réponses, il y a là les informations du bureau, mais vous pouvez aussi nous contacter et on vous aidera à transmettre la question à Alexis. Thank you, and I am going to turn it over to my colleague Sean now, who is going to talk about the admissions process. Merci. Et maintenant, on va donner la parole à Sean pour le processus d'admission. All right, thank you. So as the presentation slides are getting up for admissions, I'll just go ahead and introduce myself. My name is Sean McKee, and I'm an admissions counselor with the Office of Undergraduate Admissions at the University of Illinois. I am based in Urbana here, so not too far away, and I'm here on campus. Ok, je me présente en attendant que la présentation ne vienne. Mon nom c'est Sean McKee, je suis en charge du bureau des admissions et j'habite ici à Urbana, donc je suis un local. Great. I don't know if the presentation is close, but I can go ahead and pull up the presentation as well so that we can get that on my phone as well so I can take a look at it. So I have my notes here and I can go ahead and get started. So a little bit about what I'm going to share with you all today is just some information about the admissions process, just some of the information that we are going to require in order to receive an admissions decision from the University of Illinois, and just some of the qualifications and things that you will need to present in that process so that we can give you an admissions decision. Ok, donc le canevas de ma présentation, c'est que je vais présenter les éléments dont vous aurez besoin pour pouvoir être admis et quels sont les critères que nous serons en train de regarder pour faire une décision positive d'admission par rapport à votre candidature. I'll also share a little bit about the University of Illinois, which is right up the road from us. So that will be included as well, and as well as some of the information. There is some information on the table just about our campus profile, as well as some of the programs that we offer on campus. So if there's a program that interests you, or if you do have any questions about the information that's out in front of you, feel free to contact our office or ask any questions that you might have. Donc à côté de la présentation du processus d'admission et des exigences d'admission, il présentera également le profil de l'Université de l'Illinois et les programmes, les différents programmes qui sont organisés. Donc si à l'issue de cette présentation, il y a des programmes qui vous intéressent et que vous voulez en savoir plus, les contacts sont également disponibles. Vous pouvez passer par le bureau et ils vous donneront de plus en plus d'informations par rapport à un programme donné. All right. Do you need me to do anything to get the presentation going too?
Okay, absolutely. Okay, I can go ahead and get started, and then I'll just show the slides that we catch up on. Ok. Donc, comme il a sa présentation sur lui, il va commencer et on verra les présentations PowerPoint là où ça va nous trouver. Okay, great. So just a little bit of information about the University of Illinois at Urbana-Champaign, about our campus profile. We are one of the largest universities in the United States, and we have a little bit over 34,000 undergraduate students. So these are students who are completing their first degree. We have students coming from all 50 United States and 106 different countries are represented here on campus. We are also a top university from students coming from traditionally underrepresented backgrounds. So we have students from many different states as well as different backgrounds represented here on our campus. Donc, l'Université de l'Illinois, quelques éléments de présentation, c'est que c'est l'une des plus grandes universités aux États-Unis. L'université, à l'heure actuelle, reçoit plus de 35 000 étudiants, donc au niveau de undergraduate, c'est-à-dire ceux qui recherchent leur premier diplôme. L'université est également assez connue pour être une université qui reçoit les étudiants de tous les 50 États américains et de plusieurs nationalités, mais également une université qui reçoit beaucoup d'étudiants des communautés dites sous-représentées, donc les communautés minoritaires, si on veut. So as far as the programs that we offer on campus, we have a little bit over 150 different programs of study that students can select as their major. And we have those 150 different programs in 11 different academic communities. So those are the different academic colleges that are represented on our campus. So those are, and I can put this up on the screen later, but the College of Agricultural, Consumer, and Environmental Sciences, known as our College of ACES. We have our College of Applied Health Sciences, our College of Education, College of Fine and Applied Arts, our College of Liberal Arts and Sciences, which is our largest college that we have, our College of Media, our College of Business, College of Engineering, our School of Information Sciences, our School of Social Work, and our Division of General Studies. Alors, l'Université de l'Illinois offre plus d'une centaine de programmes d'études, ce qu'on appelle les majors, disponibles aux étudiants auxquels ils peuvent appliquer. Et ces majors sont organisés dans 11 collèges ou facultés, je ne peux pas me souvenir de tout, mais il y a des collèges liés à l'agriculture, les consommateurs et l'environnement. Vous avez le collège d'ingénierie, donc Polytechnique, il y a le collège lié à l'éducation, il y a le collège des sciences libérales, etc. Donc ça fait 11 collèges au total et plus d'une centaine de programmes disponibles. I'll go ahead and I can put those up on the screen too as soon as I pull this over here. I'm not sure if it is advancing. Let's see here. Okay, yeah, that works. So I'll just kind of look back here. Okay, so those are the academic communities that I mentioned there. Okay. So just a little bit about Champaign-Urbana. We are a top-ranked college town in the United States and consistently ranked within the top 10. So we are a great place for students to come here to study. And there are many different opportunities in the community at large. And there's a link on the screen that you can go to learn about just some of the many different opportunities that we provide to our students. Alors, la ville de Champaign-Urbana fait partie du top 10 des villes universitaires aux États-Unis, donc ce qui est un excellent classement. Et on va donner les détails sur toutes les opportunités de vie qu'il y a quand on est ici à Urbana-Champaign. Okay. And just geographically, that's our location. And then just a few things that students are able to get involved with. There are many different opportunities to get involved.
We have a little bit over 1,800 different student groups. We call these registered student organizations, or RSOs. We have our Big Ten sports teams, so our athletics, which we offer a variety of different sporting events that you can attend. The only ones that cost money for attendance are men's football and basketball. All other athletic events to attend are free for students. So if there's a different sporting or athletic event that you're interested in, those are free otherwise. And then as far as other ways to get involved, there are a lot of community events. We have different concerts and festivals that are put on by our different organizations here on campus, and different leadership opportunities and cultural activities available as well. Donc, au niveau de la vie estudiantine, il y a beaucoup de choses que les étudiants peuvent faire. Premièrement, les associations estudiantines à l'Université de l'Illinois, il y en a plus de 800. Donc, on a des associations à peu près pour tout. Les associations officiellement enregistrées. En matière de sport également, il y a pratiquement tous les sports qui sont disponibles. Et de ces sports, quand vous êtes étudiant, vous pouvez assister à tout. Les seuls qui sont payants, c'est le basketball et le football. Et puis à côté, vous avez toutes sortes d'activités culturelles, des opportunités de pouvoir exercer le leadership. Tout cela est disponible à l'Illinois. So many of our students do get involved in what we call experiential learning. So these are different learning activities that are available outside of the classroom. And those take the form of internships. So many of our students are involved in different internships and many of those are with different Fortune 500 companies, so well-known companies across the United States. Roughly 40% of our students participate in some sort of research during their time on campus, and students of any classification, so first-year students all the way up through senior students can participate in research on our campus. We also have an Office of Undergraduate Research that is specifically dedicated to students, undergraduate students who are seeking those research opportunities. Lastly, roughly a quarter of our students participate in some sort of study abroad program during their time here on campus. We have a variety of study abroad programs, so those range from anywhere from a week-long study abroad program to a semester-long study abroad program, and those we offer over 300 different programs in a variety of different countries, and we have representatives in the different academic communities, as well as an Office of Study Abroad that are able to connect students with those study abroad opportunities. Okay. Donc, dans l'expérience estudiantine, il y a ici quelques chiffres clés. Premièrement, beaucoup d'étudiants à l'Illinois participent à ce qu'on appelle l'apprentissage par l'expérience. Donc, ce sont les stages. C'est-à-dire que pendant leurs études, ils vont avoir l'opportunité de faire des stages en entreprise et l'Illinois est très fort à pouvoir placer ses étudiants pour des stages. Il y a aussi des opportunités de faire de la recherche et il y a tout un bureau qui est dédié à la recherche au niveau undergraduate. Et au-delà de ça, il y a aussi des opportunités pendant les études d'étudier en dehors des États-Unis, donc de voyager et d'aller étudier ailleurs. Et ces voyages d'études peuvent aller de 1 semaine jusqu'autour de 3 mois. Et l'université a énormément de contacts dans le monde. Donc tout ça, ça permet d'enrichir l'expérience d'apprentissage de l'étudiant. We are a supportive campus, so we offer a variety of support services to our students during their time here on campus. And I'm just going to speak to a couple of these, so if you do have any questions about those, you can visit the link on the screen. But we do have a counseling center, which provides different counseling opportunities and services to our students. For example, students who are experiencing homesickness or maybe a disagreement with a roommate, those kinds of things. Maybe mental health. Those are great opportunities to reach out to the counseling center for. We also have our career center, which connects students with
different resources to help support them in their career. So for example, we have resume building, we have mock interviews where students can practice interviewing for their jobs, as well as career fairs to get connected with to connect students with potential employers, as well as we have our own program called Handshake, which is an online database of employers who are looking to get connected specifically with Illinois students. On top of that, we have 4 different cultural centers on our campus, including the Bruce D. Nesbitt African American Cultural Center, as well as La Casa Cultural Latina, and we have one for South Asian students and Native American students as well. So those are great resource opportunities for students to get connected, as well as they provide a lot of educational resources for the entire campus community. Alors, il y a beaucoup de services support, des services d'aide à l'étudiant. Il n'en mentionne que quelques-uns, mais celui qui veut avoir plus de détails peut visiter les liens. Un exemple, c'est le service de conseil. Ce service peut permettre à l'étudiant de résoudre certains problèmes. S'il a des problèmes de santé mentale et qu'il a besoin d'être aidé, s'il vit dans une chambre et qu'il a des disputes avec la personne avec qui il partage la chambre, ce service peut venir, il peut les contacter et recevoir une aide. Un autre service, c'est le service lié au centre des carrières. Donc, ce que l'université fait, c'est qu'elle met à la disposition des étudiants toutes sortes d'aides pour les aider à faire leur curriculum vitae, pour les aider à faire des pratiques, des interviews, comment ça se passe, etc. L'université organise également des foires à l'emploi où les employeurs viennent et peuvent rencontrer directement les étudiants. Et il y a aussi quelque chose qu'il a mis en évidence, ce sont les centres culturels. Donc, il y en a beaucoup. Il y a des centres culturels liés aux Latinos, il y a des centres culturels liés aux Africains américains, etc. So part of being a first-year student on our campus is living on the university campus in one way, shape, or form. So part of that, and if you do have any questions about housing, the housing website is a great place to visit for this. But students here at Illinois are guaranteed housing, and the first way that you can live on campus is through university housing, and so that takes the form of our residence halls. So these are traditionally what you would think of as a residence hall where students are living with a roommate and with other students all on the different floors of their residence halls. And these students are led by a resident advisor who's an upperclassman student who is there to advise them during their time in university housing. And we also have what we call 11 different living learning communities, or LLCs, that are offered in these residence halls. These are unique living opportunities that are centered around usually a particular area of interest or a similar major, and we have a broad variety of these. So for example, we have one for students in exploratory studies or who are trying to explore different opportunities. We have one for women in STEM programs. We have students who are interested in business and students who are part of our honors programs, just to name a few of those. And so that is the first way that you can live on campus. And I'll go ahead and let you. Oui, alors les possibilités de trouver des habitations au campus, il y en a 2 qui présentent. Premièrement, il y a les halls résidentiels. Les halls résidentiels, c'est typiquement la résidence estudiantine classique, c'est-à-dire qu'il y a une chambre qui est partagée par 2 personnes et l'étudiant vit là-bas. Il y a évidemment une organisation tout autour. Et l'université en compte 37. Donc, pratiquement, il y a de la place pour tout le monde. Mais il y a aussi les communautés qui vivent ensemble et qui apprennent. Donc là, c'est une communauté de gens qui ont un même intérêt et qui partagent le lieu de vie. Et il y en a pour beaucoup d'aspects. Au total, on en a 11. Par exemple, il y a une communauté comme ça pour les filles qui sont dans le STEM.
sciences, technologies, mathématiques et puis engineering. Et si elle veut, elle peut donc vivre dans ces communautés-là, où ils ont les mêmes intérêts, mais ils vivent en même temps ensemble. All right, so aside from university housing, the other way that you can live on campus is through what we call private and certified housing. This is housing that is not owned by the university. It is privately owned and operated, but it is approved by the university as suitable for student living. About 25% of our first-year students choose to live in private and certified housing. And with those offer different kinds of amenities and different opportunities for students to get involved as well. Alors, à part les résidences qui sont gérées directement par l'université, il y a des résidences privées mais certifiées par l'université qui sont une option alternative pour ceux qui veulent vivre au campus, et beaucoup d'étudiants choisissent cette option-là. So talking a little bit about campus safety and the ways that we keep our students safe during their time here on campus. There are 4 different police departments that service the area, as well as different escort services. So if you are studying out late at night, students do have the opportunity to call. There's numbers on the student identification cards that they can call to have them escorted safely back to their residence halls. And in addition to that, we do have our campus safety alert services, so our Illini alerts. So any member of the community, parents and students can sign up for these. And these are just a great way to just be informed about the different things that are happening in the community. For example, I'm signed up for these. I get notifications when even there's just like a gas leak in a building, for example. So that's just one way that you can receive notification and just keep and just monitor anything that's going on our campus community. Donc en matière de sécurité, pendant que vous êtes au campus, il y a 4 départements de police différents qui patrouillent le campus. Et donc ça permet d'assurer la sécurité. À côté de ça, lorsque les étudiants restent étudier tardivement, ils peuvent demander un service d'escorte par la police. Donc la police peut les escorter jusque chez eux, question de garantir leur sécurité. Il y a aussi les services d'alerte, des messages d'alerte. Donc quand vous vous inscrivez, vous pouvez recevoir les alertes qui vous informent de tous les problèmes de sécurité qu'il y a, jusque dans les moindres détails. Il y a un problème de gaz dans un bâtiment, vous allez recevoir une alerte qui vous dit que voilà, il faut faire attention, dans tel bâtiment il y a un problème de gaz. So one last thing before I start talking about the application. So a couple more things here. With that, we have our Illini Success Reports, which I highly encourage you to take a look at. These are available online. If you just search Illini Success, you should be able to find these. These just talk about our student success rates and where our students are going after they graduate from the University of Illinois. We had over 13,000 unique employers within the last year, including 92 Fortune 100 companies that recruited our students, and employers are actively seeking our students just because they know that Illini are prepared to succeed at the highest level. And so if you're curious about any of that information, I highly encourage you to take a look at those Illini Success Reports that are available online. Alors ça, c'est quelques statistiques pour montrer ce que les étudiants qui finissent à UVI deviennent, pour montrer le succès qui est attaché au fait d'avoir un diplôme de l'Illinois. Eh bien, il y a plus de 13 000 employeurs qui ont engagé des étudiants venant de l'Illinois, parmi lesquels il y a 92 des plus grosses entreprises sur les 100 premières qui ont recruté au niveau de l'Illinois. Donc, il encourage que les gens puissent regarder juste ces statistiques pour voir l'attractivité du diplôme délivré par l'Université de l'Illinois. So I'm going to go ahead and start to talk about the application process and the admissions process. So these are our dates for our upcoming admission cycle. So we just began. The application opened about a couple weeks ago on September 1st. So if you have a senior in high school, they are able to apply right now.
A couple things I want to draw your attention to are the early action deadline versus the regular decision deadline. The early action deadline is November 1st, and students who apply for the early action deadline are given special consideration for any merit-based scholarships that are available on our campus, as well as any of our more competitive programs that are available on our campus that do have a limited space capacity. So if you're interested in any of those, I recommend applying for the early action deadline. And there's no separate application process for any merit-based financial aid that you may qualify for. All you need to do is just apply to Illinois for that. Alors maintenant, ce sont les dates clés pour pouvoir demander une admission à l'Illinois. Donc d'abord, la date où les applications ont été ouvertes, c'est le 1er septembre. Et puis, il met l'emphase sur une date, c'est 1er novembre, qui est la date limite pour ceux qui prennent les décisions à temps. Quel est l'avantage de pouvoir envoyer son application avant cette date limite? C'est qu'on va vous donner une considération particulière, notamment pour les bourses liées au mérite, mais aussi si vous voulez appliquer dans un programme qui a des contraintes de nombre. Ceux qui appliquent à temps sont donc, reçoivent une considération préférentielle. Autre chose, c'est qu'il n'y a pas de besoin de faire une application séparée pour les bourses liées au mérite. Dès que vous appliquez, les informations que vous fournissez permettent déjà de faire de vérifier si une bourse liée au mérite peut vous être attribuée. I also forgot to mention that for the early action deadline, you are also given special consideration for campus honors programs. Campus what? Honors programs, so like honors organizations. Ok, d'accord. Donc, non pas seulement que vous avez un accès privilégié aux bourses, mais il y a aussi le Campus Honor Program, le programme d'honneur du campus, qui permet, vous êtes privilégié pour ça. I will say as well, so regular decision deadline, that is the last day that you can submit an application to the University of Illinois. And all students, regardless of when you apply, are considered for those programs, those merit-based scholarships, and those honors programs. But with those that have limited space capacity, they may be full by the time that you submit an application for that regular decision deadline. Alors, la date limite pour pouvoir soumettre une application, c'est le 5 janvier. Ça, c'est la date limite régulière. Et évidemment, tous ceux qui appliquent vont être considérés pour tout, y compris pour les bourses des mérites, y compris pour tous les programmes. Mais simplement, si vous attendez cette date-là, peut-être que les bourses des mérites ont déjà été épuisées ou peut-être qu'une classe qui avait capacité limitée aura déjà été remplie. Mais néanmoins, on va considérer votre application si vous la donnez avant le 5 janvier. All right. And then the last dates that are up there are the admission notifications. So if you apply early action, you can expect to receive a decision as early as January 27th. All students, regardless of when they apply, will receive a notification of their admissions decision by March 3rd. OK. Donc, ceux qui appliquent avant novembre, le 1er novembre, peuvent s'attendre à recevoir une notification, s'ils ont été admis ou pas, autour de 27 janvier. Et ceux qui appliquent à la date régulière, c'est-à-dire le 5 janvier, quel que soit leur statut, eh bien, ils vont recevoir une notification au plus tard le 3 mars. So how to apply? There are a couple different ways that you can apply to the University of Illinois. The first is through My Illini, which is our own application portal. So that is our personal application portal. And then the other way that you can apply is through the Common App, which chances are students who are considering multiple universities are familiar with Common App. But that is the second way that you can apply there. Donc, il y a deux possibilités. Quand vous voulez appliquer, soumettre votre candidature à l'Illinois, vous pouvez utiliser
l'application spécifique à l'Université de l'Illinois qui est là présentée, ou alors vous pouvez aussi vous pouvez utiliser les applications qui sont généralistes. Donc généralement, les étudiants connaissent ça. Si vous voulez appliquer à plusieurs universités, vous montez votre dossier et l'application va être envoyée à plusieurs universités. Donc il y a ces deux possibilités, spécifiques à l'Illinois ou générales. And then, so of course, for how to apply, just make sure you fill out your online application. And then as far as what else we need the application fee or the fee waiver. So the application fee for us is $50 for domestic students and $75 for international students. If you qualify for a fee waiver, that's something that your student would need to speak to the guidance counselor at their high school about whether or not they qualify for that fee waiver. The high school counselor would fill out the paperwork and then send that to our office in order to have that fee waiver on file. Alors, il y a deux choses à faire. Donc, vous remplissez l'application en ligne et vous payez les frais qui sont de $50 si vous êtes un étudiant aux États-Unis ou 75 si c'est un étudiant international. L'alternative aux frais, c'est de pouvoir demander une exemption des frais et l'exemption est obtenue via les conseillers d'orientation pédagogique qui sont au niveau de l'école. Donc, si votre enfant peut qualifier pour une exemption, il faut qu'il aille voir son conseiller d'orientation pédagogique. Ils vont remplir les papiers et ça va être transmis avec l'application. And then one last thing to note with our application is that regardless of how you apply, whether that be through MyIllini or through Common App, both applications are the same and we do request the same information for both. Okay. Donc, ce qu'il faut noter, c'est que si vous choisissez d'utiliser MyIllini, donc l'application spécifique à Illinois, ou bien le Common App, l'application généraliste, les informations sont les mêmes de toutes les façons. All right, so this is going to explain how we review and what factors we take into consideration when making an admissions decision. So we are going to take into consideration the grades that you've earned and the rigor of the courses that you've taken throughout your time in high school. So you will list these in what we call the self-reported academic record, which is the final part of the application. And so generally with this, we recommend to our applicants that they take the most challenging coursework available at their high school, provided that they can be successful in that coursework. Alors, ça, c'est comment est-ce qu'on va évaluer votre application. La première chose que l'on regarde, ce sont les notes que vous avez obtenues. La deuxième chose, c'est aussi la rigueur des cours. Donc, est-ce que ce sont les cours difficiles? Vous avez plutôt opté pour des cours faciles. Et donc, les informations vont être fournies dans l'application, vers le bas. Et donc, le conseil qu'on donne, c'est que si on veut qu'un enfant puisse être admis à l'Illinois, il faut qu'il prenne dans son école les cours les plus difficiles et qu'il s'efforce d'avoir une bonne note. So the next thing that we're going to take in consideration are your ACT or SAT test scores, should you choose to submit those. For our upcoming fall 2023 admissions cycle, we are test optional. So students are not required to submit test scores should they choose not to submit them. Students can opt not to submit test scores if they so choose, and this is at no detriment to those students. So I always recommend to students to submit those test scores should they feel that those scores accurately represent their academic abilities. Alors, un deuxième élément, c'est le score pour ces tests, le test ACT ou le test SAT. Pour cette année, ce n'est pas obligatoire que les étudiants puissent fournir ces scores-là, mais il conseille quand même, si un étudiant a pris ce test et qu'il estime que les résultats du test représentent mieux ses habilités, eh bien, conseil lui est donné de fournir aussi le résultat de ce test-là. Mais s'il ne les fournit pas, ça ne va pas affecter l'évaluation de son dossier. The third thing we take into consideration are students' extracurricular activities, so the ways that students have gotten involved.
during their time in high school outside of the classroom. These can look different for each student, and really what we look for in these extracurricular activities were if students were involved in a variety of extracurriculars and that had varying involvement, and did students pursue leadership opportunities and pursue those teamwork opportunities or demonstrate teamwork abilities in their extracurriculars. Okay. Alors, un troisième élément qui est pris en compte, ce sont les activités extra-académiques, extra-parascolaires dans lesquelles l'étudiant s'est engagé. Donc, ce que l'université va rechercher, c'est est-ce que l'étudiant, dans les activités parascolaires qui vont varier d'un individu à l'autre, est-ce que l'étudiant a démontré des aptitudes de leadership? Est-ce que l'étudiant a démontré qu'il pouvait faire partie d'une équipe, qu'il est un bon membre d'une équipe? Et c'est ça également qui va permettre de juger si cet étudiant va être retenu à l'Illinois ou pas. And then the last thing that we are going to take in consideration is a student's, the writing portion of the application. So in the application, students are asked to answer some major specific questions. So these are specific to a student's program that they are opting to apply for. And then students will have an essay prompt to answer as well. The major specific questions are up to 150 words, and then the one essay prompt that they need to answer is between 250 and 650 words. With these, with the writing portion, I always recommend to students to make sure that they take advantage of the word count that is offered to them in order to tell us as much as they can about themselves as an applicant, because we in admissions want to have as much information as possible to take into consideration when making an admissions decision. Alors la dernière partie, c'est qu'il y aura des questions qui sont spécifiques au programme d'études que l'étudiant a choisi. Et là, il peut aller jusqu'à 150 mots dans les réponses qu'il donne à ces questions. Et il y a également un essai qu'il va faire à la fin, et donc qui est beaucoup plus long. Le conseil qui est donné à l'étudiant, c'est qu'en répondant à ces questions spécifiques à son programme, qu'il soit le plus explicite possible, qu'il fasse usage des mots qu'on lui a donnés, de façon à permettre une prise de décision en sa faveur. All right. So the next slide up here should look a little bit familiar. This is just me talking a little bit about cost of attendance. So Alexis talked a little bit about this as well. But the information up here that you'll see is broken down by Illinois residents, out-of-state students, and then international students. You'll see that tuition and fees up there listed is a range. As Alexis noted, the tuition that you could expect may differ depending on the program of study that you choose. And so that tuition rate is locked for 4 years, once you begin here at the university. So with that, in addition to tuition, room and board is listed up there. That only applies if you are living in university housing. So if you are living in private and certified, or if you opt not to live in university housing, that cost might look different, or it might not show up there at all. So just keep that in mind. And then books and supplies and other expenses that are listed down there are also estimates. So these can vary depending on your needs as a student. And other expenses as far as, what you can expect to spend, that might look different based on, your weekend activities or things that, students do on campus, as well as, maybe things that students need like groceries or toiletries or things like that that they could expect to spend. All in all, the final cost that you can expect to pay, there are a lot of factors that are considered in that, including financial aid. So I recommend visiting the financial aid website and using the calculators that Alexis talked about to kind of estimate your expenses. Alors ça, c'est un tableau qui présente les coûts estimatifs des frais académiques. Et les coûts sont repartis en fonction du statut. Est-ce qu'on est résident en Illinois? Est-ce qu'on n'est pas résident? Est-ce qu'on est un étudiant international?
Et puis, les tuition and fees, donc les frais académiques, ceux-là sont bloqués pour les 4 ans. C'est-à-dire, dès que tu sais ce que tu vas payer la première année, tu sais ce que tu paieras la 4e année. Ça ne va pas changer. Mais il y a le deuxième niveau, c'est le room and board. Là, c'est uniquement pour ceux qui vont vivre dans les résidences estudiantines. Si quelqu'un n'a pas besoin de vivre au home, alors ces frais ne vont pas exister. Les livres et les fournitures, c'est également une estimation. Et puis, dans ce qu'on a mis dans les autres dépenses, ce sont les dépenses liées, par exemple, à l'alimentation, à des dépenses personnelles de l'étudiant. Donc, maintenant, au-delà des montants que nous voyons, il y a les aides financières dont a parlé Alexis. Et son conseil, c'est de dire, c'est pour avoir une estimation plus raisonnable des frais, c'est de visiter le lien des aides financières et d'utiliser le calculateur en regardant est-ce qu'après déduction, par exemple, des aides que l'on peut me donner, combien je vais avoir à payer. All right. Just reiterating a couple more things about financial aid as well. Make sure to fill out your FAFSA. Again, that's the free application for federal student aid. The FAFSA opens on October 1st every year. And you can fill out your FAFSA without knowing your admission status to Illinois. So we always recommend filling out that FAFSA as soon as you can because it is one more thing that you have done and off of your checklist. And remember that there is also the alternative application for Illinois financial aid. So keep that in mind that, you know, if you don't qualify for the FAFSA, that you might qualify for some financial aid under that. So I recommend contacting the Office of Student Financial Aid if you do have any questions about that. Alors, cette slide, c'est juste un rappel qu'à côté de l'application, de toujours avoir à l'idée les aides financières dont on peut bénéficier. La première, c'est le FAFSA, donc les aides financières au niveau fédéral. Et puis, vous avez aussi l'application alternative qui est spécifique à l'Illinois. Donc, le conseil, c'est de pouvoir remplir ces documents le plus tôt possible dans votre désir de pouvoir avoir une admission. So we do have the Illinois Commitment Program that is 4 years of free tuition. About a third of our students received this in 2020. I know Alexis already talked about the different qualifications, so if you do have any questions, definitely contact financial aid for this one as well. Alors, ceci, c'est un rappel encore du programme d'engagement de l'Illinois qui permet à des étudiants d'étudier pendant 4 ans sans payer, complètement gratuit. Et les statistiques, c'est que ça a commencé en 2020 et 30% d'étudiants n'est pas payé grâce à ce programme. Donc, si vous voulez davantage de détails, évidemment, il y a Alexis qui en a parlé dans sa présentation. All right. So a couple more things here. So just to talk a little bit about the impact of an Illinois education and the value that the University of Illinois has to offer. We are a top-ranked national university. We are number 15 for public universities in the United States, according to U.S. News. And we are also a top university for return on investment. So the quality of the education you receive is well worth the amount of money that you are paying for the education. You'll see that we are top 10 in the U.S. For return on investment, and we are number 1 for return on investment in the Big Ten. So as far as our peer universities, we are highly ranked there as well. Alors, quelques éléments qui indiquent l'impact d'un diplôme de l'Université de l'Illinois, c'est que premièrement, en termes de qualité d'éducation, l'université figure parmi les 15 meilleures universités publiques aux États-Unis et parmi les 50 meilleures, toutes institutions confondues, les publiques et les privées. L'université fait également partie des 10 meilleures universités en matière de retour sur investissement, c'est-à-dire le rapport entre ce que vous payez et ce que vous gagnez après que vous ayez reçu votre diplôme. Et si on regarde les grosses universités, l'Université de l'Illinois est numéro 1 en termes de retour sur investissement. All right. So a couple last-minute things here. We are here to help. So in the Office of Undergraduate Admissions, if you have any questions about the admissions process,
or things that we look for, things that we require, definitely feel free to contact us. Our phone number, as well as our email address and website, are up there for you to contact us with. We are also available on social media, so if you have any of those social media websites that are listed up there, definitely get in contact with us and check us out there. Otherwise, we do have a QR code on the next screen, so I'll go ahead and share that with you all as well. If you want to scan this with your camera on your phone, you can visit not only the contact information that I had on the last slide, but just some general checklist information and things that you would need to prepare for an application with us at the University of Illinois. Alors, le dernier mot, c'est comment contacter le bureau des admissions. D'abord, il y a une présence dans tous les médias sociaux qu'on a vu apparaître là. Donc, si vous avez un compte dans tous ces médias sociaux, vous pouvez chercher l'Office des admissions et vous serez en contact avec eux. Deuxièmement, il y a le QR code. Donc, si vous scannez le QR code, ça va vous permettre de voir une page où tout ce qu'il vient de dire en termes d'informations de contact est disponible. All right, and that's it. Thank you all so much for your time, and looking forward to hearing from you. And if you do have any questions for us, definitely let us know. Donc, merci pour votre attention et nous allons maintenant passer à la séance des questions-réponses. Donc, on va faire pour les deux en même temps. Si vous avez une question, vous pouvez simplement vous manifester et en précisant s'il s'agit des aides financières ou des questions liées à l'admission. Moi, je voulais demander, en ce qui concerne les activités extra-scolaires que l'enfant peut faire pour lui permettre d'être accepté dans son application à l'Illinois. Quelles sont les activités qui peuvent être... Parce que vous avez dit qu'il faut qu'il puisse manifester l'aptitude de leader. So, quelles sont les activités qui peuvent lui permettre d'accepter, enfin, de recevoir dans son application à l'université? All right, so you mentioned the extracurricular activities. The question is, do you have any advice of the type of activities that, can qualify to showcase the leadership and the team player ability of the student? Yeah, absolutely. So these can look very different from student to student. So typically a lot of the activities that we see that could be teamwork oriented, and these are just examples, there are a lot of different ones. But a job that perhaps a student held, maybe a student was a member of an athletic team or an academic team. So those are typically ones that we see teamwork. And then really anywhere that a student held a leadership role. So if a student was a leader of a specific team, if they organized a specific club, those kinds of things, anywhere that a student really is able to demonstrate those teamwork and leadership capabilities. But those are just some examples of ones that we typically see from students. Okay. Donc, il donne un exemple d'activité typique que l'on voit dans les applications. Par exemple, pour les aptitudes liées à est-ce que c'est un joueur d'équipe? Est-ce qu'il fait partie des équipes? Est-ce que l'étudiant a travaillé pendant ses études? Est-ce qu'il a eu un job? Ou est-ce qu'il a été membre d'une association, par exemple? Ça, ce sont des activités typiques qu'il voit. Par rapport aux qualités de leadership, est-ce qu'il a joué un rôle particulier dans une association des élèves dans lesquels il avait une position importante? Donc, c'est très variable, mais c'est plus, est-ce qu'il a eu à faire ça dans une de ces positions-là? Merci pour la parole. J'ai une question à savoir un peu concernant les conditions pour être sélectionné pour obtenir, par exemple, les aides là. L'une des conditions, on avait dit qu'on tient ou on regarde également les notes que l'étudiant a obtenues.
Alors, ma question est la suivante. On tient compte des notes que l'étudiant a obtenues. Les notes de quelle année? De 10e, 11e, 12e, ou bien une seule classe, ou bien on fait comment? Voici ma question. Précision. Il s'agit de l'admission, il ne s'agit pas des bourses. Ah bon. Non, je demande. Parce que Pour obtenir les bourses, les deux à la fois. Okay, so the question is, you mentioned that you look at the grades. So do you look at only the last year of the students, or you look at the cumulative grades, at the high school level? And also for the merit-based scholarship, do you look at those, the grade that students have? Okay, yeah. So the grades that we're going to look at in the admissions process are years 9, 10, and 11 for a student. So those are the grades that we will see. Generally speaking, we do like to see an improvement in grades over the course of a student's time in high school. So generally the year that holds the most weight in a student's decision is the junior year, so 11th grade. We will also see a student's 12th grade courses in progress to see, because I talked about we like to see the rigor of those courses, so we like to see advanced classes being taken at the 12th grade level. Even though we don't use those grades in consideration, we do like to see those advanced coursework at the 12th grade level. And then, again, with merit-based scholarships, and Alexis can probably speak to this a little bit more, the application for admission is also used as the application for any merit-based scholarships that a student might qualify for, but she can probably speak to a little bit, what we're looking for there. I translate first. So, donc, en fait, il regarde pour l'admission, il regarde la 9e, 10e et 11e année. Donc ça, c'est au high school. Et ils vont regarder tous ces 3 années, mais ils vont surtout insister pour la classe de 11e année, donc lorsque l'étudiant est junior, prêt à pouvoir graduer. Et ce qu'ils vont rechercher, c'est aussi de voir qu'il y a une progression dans les notes. Donc est-ce que l'étudiant était en train de s'améliorer d'année en année? Pour la dernière année, c'est-à-dire la 12e année, ce que l'on va plutôt regarder, ce ne sont pas les notes, mais est-ce que l'étudiant a choisi les cours difficiles pour pouvoir montrer qu'il est capable de choisir ces cours difficiles-là surtout. Ça, c'est pour l'admission. Maintenant, on va suivre la réponse. Comme c'est les mêmes informations, comment est-ce qu'il regarde pour les bourses? And then as far as merit scholarships, so everything that Sean listed on the slide as far as what's considered with the admission application, so, grades, test scores if students submit them, their essays, involvement in extracurricular activity, all those same components are reviewed to determine merit scholarship eligibility. So it really is not just grades, it's a holistic review of the student is how we make our merit scholarship decisions. Okay. Maintenant, comme ce sont les mêmes informations qui sont utilisées pour l'admission et pour les bourses liées au mérite, donc ils regardent aussi les mêmes choses. Ils regardent les notes des étudiants, etc. Mais ici, ils font une revue globale. Donc, on va regarder l'essai de l'étudiant, ce n'est pas que les points. C'est-à-dire, est-ce que dans sa composition, il a été convaincant ou pas, et ils font un jugement global. Ça sera par rapport à l'admission. Comme il a dit, pour les cours difficiles, c'est mieux que l'enfant puisse prendre ça à la 12e année. Est-ce que c'est possible aussi pour un enfant de commencer ça un peu plus tôt, comme en 10e ou en 11e? Est-ce que cela va plus aider ou bien c'est juste c'est required pour la 12e année? C'est ça ma question. You mentioned challenging courses that you look at the 12th grade. And what if a student start taking very challenging courses at the 10th or 11th grade? Does this information count on your decision? Yeah, absolutely. So we don't want just in the 12th grade. We want to see, challenging coursework throughout a student's time in high school. So, as long as the student is, continuously challenging themselves, but we do want to see that progression. So,
let's say, we want to see that, time in high school, they're continuing to challenge themselves, but, increasing as their time goes on. Yeah, absolutely. I mean, the earlier they start, the better. But yeah, we do want to see that progression as they go along. Donc c'est ça. Pour les cours, il dit ils doivent commencer tôt. Il ne faut pas qu'ils attendent la dernière année là où ils essayent de prendre les cours difficiles. Donc ils peuvent commencer tôt et ils veulent voir que l'étudiant est capable de se donner des défis progressifs et évidemment de les relever. Moi j'avais une question. C'est à propos des étudiants internationaux qui viennent de l'extérieur. Si par exemple un étudiant arrive sur place, il s'est déjà inscrit, il a payé peut-être son acompte, il a commencé les études et au cours de la première année juste, la situation se complique après lui au pays. Est-ce que cet élève peut bénéficier aussi de l'aide, de financial aid, ou lui ne sera pas considéré à propos de cela? Okay. So the question is about eligibility of international students for financial aid. Assuming they meet all the requirements back home and eventually they pay for the first year. And financially it's not possible to sustain over the 4 years. Will they be eligible for at the second or the third year in terms of financial assistance? Sorry, I think this is Alexis. Yeah. So financial aid for students who are international students is generally limited to merit-based scholarships that they are considered for through the admission application. Unfortunately, international students are not eligible for consideration of financial aid through submission of the FAFSA. Now, sometimes we do have students who start out at the university and perhaps they're not eligible to submit the FAFSA because they don't have an eligible citizenship status at that point. But we do have students who perhaps they were considered an international student, but perhaps they gain permanent residency status. That changes their eligibility to where then they do become eligible for financial aid for their remainder years at the university. But again, across the board, students can still be considered for merit scholarships. Ce qui est disponible pour les étudiants internationaux, ce sont les bourses pour mérite, basées sur les mérites pour les étudiants internationaux. Mais elle dit qu'il y a aussi des situations qu'il voit, des étudiants qui viennent. Au début, ils ne sont pas qualifiés parce qu'ils ne sont pas des Américains, ils ne sont pas des résidents permanents, mais pendant leurs études, leur statut peut changer, indépendamment des études, mais le statut change, et donc cette dynamique existe. Mais de façon formelle, ce qui est accessible, ce sont les bourses basées sur les mérites. Ils ne sont pas éligibles aux bourses gouvernementales. Yeah. Papa Fidèle, j'ai une question. Yes. C'est par rapport à l'alternative application for Illinois Financial Aid. Est-ce qu'ils peuvent encore parler sur ça un peu en détail? Yeah, if you can go a little more in detail about the alternative application, beside FAFSA. Yes. So the Illinois alternative application, so again, that is an application for students that they have an undocumented status, meaning they don't have a legal status here in the U.S. So, for example, they're not here under a visa status, or they don't have any other type of, citizenship status aside from U.S. citizen. So these are students who truly are undocumented in the U.S. They can complete the alternative application to be considered for the state of Illinois MAP grant funding or institutional aid and loans as well. Generally, students who are classified as international students aren't considered undocumented students, so therefore they're not eligible to complete the alternative application. Okay. Donc, l'application alternative est spécifiquement orientée auprès des étudiants qui n'ont pas de documents. Donc, qui viennent aux États-Unis, qui ne sont pas des citizens, qui n'ont pas une carte, qui n'ont pas un visa d'études. Et ça leur permet d'accéder aux aides financières malgré l'absence de documents.
les étudiants internationaux, typiquement, ne sont pas considérés comme étant des étudiants non documentés, donc des étudiants qui n'ont pas de documents. Mais les autres, ceux qui sont venus aux États-Unis d'une façon ou d'une autre et qui n'ont pas un statut légal ici, c'est eux qui vont être considérés pour cette application alternative. Et ça, c'est spécifique à l'État de l'Illinois. C'est de l'argent de l'État de l'Illinois. Ce n'est pas nécessairement disponible ailleurs. Est-ce qu'on a d'autres questions? Une petite simple question. Je voudrais, est-ce qu'ils ne peuvent pas lister les cours qu'ils appellent les cours difficiles pour les élèves? Est-ce qu'ils peuvent un peu lister les cours qu'ils appellent le cours difficile? Je vais encore une autre question. Yeah. So typically these courses that we like to see more rigor for are courses that are noted as honors or advanced placement are typically what you're going to see here. Some students opt to take like dual credit or even courses at the community college. We do have Parkland nearby, so students in the area sometimes opt to take courses at Parkland Community College or even some college courses offered through the University of Illinois as non-degree seeking courses. But generally speaking, those are courses that have more rigor than courses that are noted as just regular. So typically we encourage students to take courses within those realms that would give them, boost the rigor of the courses that they're taking during their time in high school. Alors, il dit, les exemples de ces cours, c'est par exemple les cours qui ont la mention honor dans le curricula de l'étudiant, mais ça peut aussi être des cours que l'étudiant qui est encore au niveau de high school prend au niveau de Parkland College, par exemple. Et donc, ce type de cours-là, c'est ce qu'ils considèrent comme étant des cours rigoureux. Pas seulement ceux qui sont dans le programme classique des cours, mais des cours qui sont un peu plus avancés au niveau du collège, mais il les prend au niveau du high school. Okay. Je demanderai encore un peu d'éclaircissement sur ça, mais pas maintenant. Ma petite deuxième question est liée aux les applicants venant d'ailleurs. Il n'est pas étudiant international, mais il est résident. Mais en utilisant ces documents, documents d'études d'ailleurs, comment est-ce qu'ils font la comparaison? All right, okay. So how in the process, in the application process, the review process, how do you compare those students who got the credential outside the U.S.? They are residents, but they did a school in other countries. How do you compare that? So they're a resident, but they obtained. So they completed a high school elsewhere. They came in the U.S. and they're now. Yeah. So all applicants are measured against the same criteria. So we are looking at the same, the same factors. But we do have specialists who are, familiar with education systems outside the U.S. So if a student completed their high school diploma elsewhere, we generally have someone who is able to look at that and say, we're familiar with this system, so we can evaluate their application a little bit better. So, we have counselors who are specifically able to do that. Yeah. Donc les critères d'application, d'évaluation sont les mêmes, quel que soit l'endroit où l'étudiant a fait ses études secondaires. Mais c'est que le bureau a, c'est qu'ils ont des spécialistes, des gens qui sont plus familiers avec les autres systèmes d'enseignement au niveau secondaire. Et donc, c'est eux qui vont juger ce type d'application, mais toujours suivant les mêmes critères. Okay. Merci.
y a une dernière question que quelqu'un peut poser. Oui, je m'appelle André Mondika. Juste, je voulais savoir quelle est la politique adoptée pour soutenir les logements de certains étudiants qui peuvent se retrouver momentanément en difficulté. Merci. So, do you have any program that support those students who can be temporary having issue with the, accommodation? Maybe they have an arrangement where to live, and at some points they are facing issues with the lease or whatever. Is there any program that can actually assist them? So students for alternative like living arrangements? Yes, yes. For a Okay. temporary short period of time, if Okay. they cannot get. That might be that might be a better question for housing. However, once admitted as a student, if you're living in university housing, students are guaranteed housing on our campus. So, if you are a student, full-time student on our campus, then you are, regardless of your status there, students are guaranteed during their time on campus that they have housing. So, I would say for any sort of like alternative arrangement or exception to like the norm, that's probably a good time to contact our housing office because they would be able to provide more information and more resources for that. But to my knowledge, for students like during their time on campus, they are guaranteed housing. They are guaranteed lodging for that. Ok. Donc la réponse, c'est que la réponse précise, il faudra contacter le housing office qui va donner cela. Mais si un étudiant est admis à l'Illinois, en principe, il a une garantie de logement. Maintenant, s'il a des arrangements privés de logement et qu'il se retrouve en difficulté entre-temps, ça c'est une question spécialisée qu'il faudrait éventuellement diriger vers l'office de housing. And just to add to that, so students that are currently on campus, let's say, maybe they're in university housing or maybe they're living in the surrounding community and they experience an emergency situation. There have been examples in the past where maybe there was an apartment fire and the student no longer has housing and they are in a situation where they need some kind of temporary assistance. We do have our Office of Dean of Students on campus that students can reach out to them if they do experience, kind of emergency situations like that for support and resources once they are a student on campus. Okay. Donc, à côté de ça, ce qu'elle ajoute, c'est qu'il y a un bureau de soutien des étudiants. Donc, si un étudiant, pour des raisons telles qu'un accident ou un feu, tout ça, il vivait dans la communauté et pas dans les logements universitaires, donc le mieux aussi, c'est de contacter ce bureau d'aide, de support des étudiants, qui pourra lui donner un support approprié pour ce type de cas. Okay. All right, I think we are wrapping up now. We are almost 7. So I would like really to thank you again because you came and this is very helpful information that we get from you. We hope that you'll come back next year. We are a big church and the turnover of people is also high, so we want this information to keep being repeated as frequently as possible. So I am extending a request to make this rendezvous an annual rendezvous if possible. If you can come regularly once a year to share this information about the University of Illinois. And also I would like to thank you again on behalf of our pastor. Pasteur Sabin, peut-être si il est là, qu'il vienne prier. Ok. All right. Ok. Sinon, nous allons peut-être prier. Je vais prier pour clôturer ce moment d'échange que nous avons eu. Je crois qu'on va avoir les pizzas, mais on prie d'abord et puis on va se rejurer puis après. Yeah, let's pray. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te bénir. Merci parce que nous avons pu
réaliser ce programme et nous pensons, Père, que cela était dans ton plan éternel de nous amener ici, de nous donner ces informations. Je prie que celui qui a été en ce lieu ou qui nous a suivis dans les airs puisse utiliser cette information, Père, et faire avancer sa vie ou la vie de son enfant. Nous te rendons grâce pour cette opportunité, cette connexion, et nous prions que tu nous aides à transformer notre communauté par l'éducation. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Okay. Thank you again.